Vous le savez déjà, mais je vous le répète, c'est à l'achat que vous allez gagner votre opération. Salut les investisseurs intelligents, aujourd'hui un sujet ô combien important si vous voulez performer en immobilier, c'est la négociation. C'est le fait de faire baisser le prix d'achat au minimum syndical pour que vous puissiez réussir au maximum votre opération. Plus la négociation sera forte, plus le succès sera grand. Vous devez vraiment avoir ça en mémoire. Je vais donc dans cette vidéo vous présenter 5 grands principes de négociation et ça commence par une série de questions. Notez bien que c'est celui qui pose les questions qui mène le débat, qui mène les négociations. Et dans le cadre des questions que vous avez posées, il y a 3 questions fondamentales que vous devez connaître par cœur. Le premier bien, c'est depuis quand possédez-vous ce bien immobilier? C'est une question que vous pouvez poser directement au vendeur ou la même question que vous posez à l'agent immobilier. Monsieur l'agent, depuis quand le propriétaire vendeur est-il propriétaire de ce bien-là? En fonction de la durée qu'il va vous répondre, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, eh bien vous allez pouvoir déceler le potentiel de négociabilité du bien en question. Si le bien est possédé par l'actuel propriétaire depuis 2 ans, il n'y a pas de négociation possible parce que s'il l'a acheté 200 000 €, il a encore 195 000 € à rembourser à la banque. Donc, autant vous dire qu'il n'y a aucune négociation possible. Ne perdez pas votre temps, tournez les talons et allez focaliser votre énergie sur un autre bien immobilier. En revanche, si le bien est possédé par le même propriétaire depuis 10 ou 20 ans, alors il a déjà remboursé au moins déjà la moitié du capital qu'il avait emprunté à l'époque pour justement payer ce bien-là. Donc, si aujourd'hui il vend ce bien-là 200 000 € et qu'il l'a acheté à l'époque 150 000 €, alors au bout de 10 ans, il n'a plus que 75 000 € de capital restant dû sur le crédit qu'il avait fait à l'époque. Je vous la fais courte, j'ai estimé dans mon calcul qu'il avait fait un crédit sur 20 ans pour acquérir ce premier bien. Donc pour vous, vous savez très bien que le propriétaire a besoin de quoi pour vendre ce bien? Il a besoin de 75 000 €. Évidemment, s'il peut avoir plus, il aura plus. Mais déjà, vous avez ici un potentiel de négociation. La deuxième question que vous devez poser, c'est pourquoi est-ce que le vendeur cherche à se séparer de ce bien-là? Si c'est une maison qui est possédée par un couple par exemple et qui souhaite changer de région parce qu'ils ont jeté leur dévolu sur un appartement sur la Côte d'Azur ou sur la Côte Basque, eh bien peut-être qu'ils ont déjà acheté ce bien-là et il y a un prêt relais qui a été mis en place. Ils sont donc un petit peu pris à la gorge et là pour le coup vous allez pouvoir négocier un petit peu avec eux. Ou alors peut-être qu'ils vendent un appartement qui est déjà loué et ils vendent le bien parce qu'il y a une fiscalité qui est confiscatoire sur ce bien-là, parce que ce sont des gens qui n'ont jamais tapé dans YouTube comment optimiser sa fiscalité immobilière et ils n'ont jamais regardé une vidéo de M. Rodolphe leur expliquant que simplement peut-être qu'en meublant ou en faisant une dation et une SCI, on pouvait largement optimiser la fiscalité inhérente à la location d'un bien immobilier. Mais bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Tout ça pour vous dire que vous avez des vendeurs qui sont fatigués, qui peuvent vendre un bien qui rapporte de l'argent uniquement parce qu'ils sont attristés de voir que tout part en impôts et donc ce sont ce que j'appelle des vendeurs fatigués. Également pour ces personnes-là, il y a beaucoup de négociations qui est possible. Également, si vous visitez un bien qui est vendu vide, il est vendu vide mais ça continue à coûter de la taxe foncière, de la charge de copropriété, de la charge sur les locaux vacants. Bref, il y a beaucoup de dépenses qui sont liées à un bien qui est vide. Donc plus le bien est vide depuis un certain temps, plus le vendeur aura intérêt à le vendre vite car il en a marre de voir toutes ces dépenses filer entre ses doigts sans aucune maîtrise de sa part. Et enfin, troisième question, depuis quand ce bien-là est-il à la vente? Vous avez vu que ces 3 questions se ressemblent, mais si vous avez un vendeur qui vous dit écoutez, ça fait 8 mois que ce bien est à la vente, si ça fait 8 mois, le vendeur est drôlement fatigué alors. Si ça fait qu'une semaine, clairement, le vendeur, il n'est pas pressé de vendre parce qu'il sait que vous êtes peut-être dans les premières personnes à visiter. Il ne va pas accepter de négociation tout de suite, à moins qu'il soit vraiment très pressé ou dans une configuration qui fait qu'il est capable d'accepter un prix plus bas. Mais clairement, si c'est un bien qui est en vente depuis seulement une semaine, il n'y aura pas beaucoup de négociations possibles. C'est la raison pour laquelle, lorsque moi je me mets en mode chasseur, en mode prospection immobilière, je vais sur Le Bon Coin et je trie les annonces par la plus ancienne jusqu'à la plus récente. Comme ça, j'ai que les vieilles annonces qui sont là depuis plus de 3 mois, avec souvent le petit symbole qui indique que le prix a baissé depuis la première parution de l'annonce. Et là, je sais que c'est bien là, je peux appeler et on peut même déjà commencer à faire une petite négociation par téléphone, même si je vous recommande de ne pas le faire et je vous recommande vraiment de vous déplacer et de négocier sur place le bien immobilier. Vous savez que ces biens-là seront plus enclins à accepter une négociation que les biens tout neufs, tout beaux, tout bien rénovés qui viennent simplement d'arriver à la vente. Une fois que vous avez posé ces 3 questions, il y a une autre question que vous devez poser si vraiment le bien vous intéresse, c'est monsieur le vendeur, quel est le prix minimum que vous êtes capable d'accepter pour me vendre ce bien? Si le bien se vend 200 000 €, peut-être qu'il va vous dire écoutez, voilà, avec ma femme, on s'est mis d'accord, on peut peut-être accepter de le vendre à 185 190 000 €. C'est quand même pas mal. Vous venez de gagner 10 ou 15 000 € juste en posant une question qui vous a coûté 3 secondes de votre temps. Donc, ça vaut quand même le coup de simplement poser la question. Et cette question, si elle est posée poliment, respectueusement par rapport au vendeur, mais il n'y a pas de problème, il va vous répondre. Si c'est 200 000 € fixe,
bon bah ok, on comprend qu'il n'y a pas de négociation, que monsieur est peut-être un petit peu dur justement en négociation, mais quoi qu'il arrive, les vendeurs acceptent toujours une petite négociation, même minimum, mais il y a toujours quelque chose à faire. Ne payez jamais, s'il vous plaît, le prix d'un bien immobilier au prix où il est affiché. S'il est affiché 200 000 euros, essayez au moins de gratter 2-3 000 euros. Tout le monde est capable de le faire, mais ne payez pas 200 000 euros tout rond, s'il vous plaît. Ensuite, pour faire pencher la balance de la vente de votre côté, n'hésitez pas à mettre de l'urgence. C'est un biais qui est vraiment très important et que vous devez absolument maîtriser. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous allez signer une lettre d'achat qui va récapituler différentes caractéristiques du bien, mais également toutes vos informations personnelles, vous allez marquer « Moi, Monsieur Dupont, je m'engage à signer votre bien, à l'acheter au prix de 180 000 euros avec telles conditions, etc., etc. Mon offre de prix est valable jusqu'à telle date, et là je vous encourage à mettre 7 jours calendaires. Si vous faites la signature de cette lettre d'achat un lundi, eh bien c'est le lundi suivant qu'elle deviendra caduque. De cette manière, si le vendeur n'a pas d'autres offres sérieuses en une semaine, eh bien il vous rappellera pour vous dire écoutez Monsieur Dupont, avec ma femme on a décidé d'accepter votre proposition. Il peut tout de suite vous dire non écoutez j'accepte pas la proposition, quand même prenez le papier, je vous le laisse parce qu'on ne sait jamais, ça peut quand même, réfléchissez-y, c'est une offre sérieuse, j'ai différents arguments dont nous avons parlé, etc., etc. Et quelque part, ça lui met ici de l'urgence. Vous savez que si, lorsqu'il y a les soldes, on n'écrivait pas dans les magasins soldes se finit, je sais pas, pour la Black Friday, telle date en novembre, eh bien les gens se diraient ah bah non, moi j'irai dans un mois il y aura encore la promotion. Non, si on sait que la promotion se finit le week-end prochain, alors les gens vont aller se ruer et vont justement acheter de manière compulsive les biens. Eh bien c'est un petit peu de la même façon que vous allez faire en négociant de cette manière avec le vendeur. Quatrièmement, ayez toujours sur vous un accord de principe de la banque. Moi, ce que je demande à la banque, c'est si il me dit, écoutez Rodolphe, moi je suis d'accord pour vous financer votre bien à hauteur de 350 000 euros. Je lui dis, écoutez monsieur le banquier, qui peut 350 000 euros, peut 340, peut 330, peut 320. Donc je lui demande de me faire autant d'accords de principe que de prix par tranche de 10 000 euros. De cette manière, lorsque je visite un bien qui vaut 300 000 euros, si je dis écoutez voilà, moi je vous négocie ce bien-là à 240 000 euros parce que j'ai regardé un accord de principe de la banque à 240 000 euros. Sauf que j'ai sélectionné dans mon calepin de lui donner bien, le bon accord de principe. Et de cette manière, il y a cet effet argent liquide. Lorsque le vendeur va voir que vous avez dans les mains un accord de principe qui vient d'une banque qui a pignon sur rue avec un montant, il voit déjà ce montant-là s'afficher sur son compte courant à lui et déjà voir la vente qui est réalisée. Et donc, je peux vous dire que c'est extrêmement fort de voir ça. Les gens, clairement, ils pètent les plombs lorsqu'ils voient de l'argent liquide ou lorsqu'ils voient un chèque ou lorsqu'ils voient eh bien, un accord de principe. Moi, pour information, j'ai été fortement entraîné par mon papa qui m'a beaucoup appris à négocier. Lorsque j'étais petit, lorsque j'avais 7-8 ans, on allait sur les vides-greniers, on allait comme ça aux antiquaires et lorsqu'il voyait eh bien un objet qui était séduisant et qu'il voulait acheter, il savait très bien que si lui allait l'acheter, la négociation allait être plus difficile. S'il y avait marqué par exemple 100 francs pour un bibelot, il me disait voilà Rodolphe, tu vas là-bas, tu prends le billet bleu, c'est le billet de 50 francs, le billet avec Saint-Exupéry dessus. Il m'a dit tu vas le négocier. Et moi j'y allais, j'avais mon petit discours bien rodé en disant bonjour monsieur, ma maman elle fait collection de ce type d'objet, j'aimerais lui offrir ça pour son anniversaire, j'ai que 50 francs, donc c'était soit un billet bleu, soit c'était 5 pièces de 10 francs. Et je montrais au monsieur qui vendait eh bien, les 5 pièces de 10 francs ou le billet bleu. Et le vendeur, lorsqu'il voyait l'argent dans ma main, eh bien, clairement il était vraiment en état de disjonction complète. Il voulait cet argent dans son portefeuille. Et donc, c'est la même chose pour un bien immobilier. C'est la même chose que vous pouvez faire pour acheter un bien sur Le Bon Coin. Je vous encourage à mettre cette vidéo en pause et aller essayer de négocier un lave-linge, un vélo, un objet, n'importe quoi, ce que vous voulez. Un bien qui est par exemple qui est vendu dans les 300 euros. Et ce bien-là, cet objet-là, eh bien, essayez de le négocier au téléphone à 150, 120 euros. Plus de 50% de la valeur qui est demandée, du coût qui est demandé sur l'annonce. Et vous allez voir à quel point c'est facile de négocier. Il faut le prendre comme un jeu, il ne faut pas forcément le prendre trop au sérieux. Et donc, vous allez voir à quel point eh bien, vous pouvez y arriver. Alors évidemment, vous n'allez pas pouvoir faire de négociation aussi forte sur un bien immobilier que sur un objet que vous allez dénicher sur Le Bon Coin. C'est évident. Mais retenez à l'esprit que si vous mettez une date butoir qui va justement révéler la caducité d'une offre d'achat que vous allez faire, et en plus de ça, eh bien, vous joignez un accord de principe de la banque à un prix qui est fixe, eh bien forcément, en utilisant cette méthode, vous allez engendrer de la validation dans l'inconscient du vendeur, ce qui le poussera justement à accepter votre offre d'achat. Si vous avez trouvé que ce conseil était pertinent, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à me poser toutes vos questions sous la vidéo, je me ferai une immense joie d'y répondre. Sachez également que si vous achetez un bien immobilier, que vous faites une forte négociation et que vous n'avez pas eu l'accord du vendeur ou de l'agent immobilier pendant justement la visite, pensez bien à faire un mail dans lequel vous allez remercier le vendeur ou l'agent immobilier de vous avoir reçu. Notez les différents points d'amélioration que vous avez vus sur le bien immobilier. Vous avez noté que la salle de bain était à rénover, qu'il y avait des baies vitrées qui étaient
était à changer, que le DPE n'était pas bon, etc., etc. Ici, vous faites votre petit déroulé pour dire justement ce que vous dénoncez dans l'appartement. Mais également, si vous faites une offre de prix par mail, justifiez-la en expliquant pourquoi vous proposez le prix de 130 000 € alors que le vendeur en veut 200 000. Si vous expliquez de but en blanc que vous en voulez 120 000, vous allez le vexer, vous allez le braquer et donc il ne voudra plus vous voir dans son appartement, alors que si vous lui expliquez pas à pas que vous avez fait l'étude de marché et que vous avez eu des validations comme quoi la valeur du bien est bien de 120 000 € et pas de 200, alors vous allez y arriver et vous allez garder le vendeur dans la course. Gardez bien ça à l'esprit, chers amis, vous devez à chaque instant garder le vendeur dans la course. Et enfin, dernier conseil, ça va être le 6e, j'avais dit qu'il y en aurait 5 dans le titre de la vidéo, mais il y en aura 6. Si vous n'êtes pas prêt à négocier ou que vous avez une attache émotionnelle qui est bien trop forte, alors n'hésitez pas à sous-traiter la négociation, soit à un négociateur privé, vous tapez négociateur privé dans Google et vous allez en trouver un près de chez vous qui va justement peut-être pouvoir négocier ce bien-là pour vous, ou alors demandez à une personne de votre famille qui négociera ce bien-là mieux que vous. Pourquoi? Parce que si vous êtes attaché à ce bien-là, que vous le voulez absolument, alors ça va être compliqué de le négocier parce que vous allez avoir peur de le perdre, alors que si la personne quelque part n'est pas intéressée dans la vente, elle s'en fiche de le perdre et donc n'hésitera pas à négocier beaucoup plus fort que vous. Et ça, je peux vous dire que je suis devenu très fort lorsque j'ai commencé à me détacher des biens immobiliers. Je me suis mis vraiment à m'attacher à eux lorsque j'avais les clés sur le bureau du notaire en disant voilà Rodolphe, vous êtes propriétaire de ce nouveau bien. Là, je pouvais m'attacher parce que ça y est, c'était fait, c'était définitif, j'étais propriétaire de ce bien-là. Alors que tant que vous n'êtes pas propriétaire, il n'y a rien de gagné. N'hésitez pas à le négocier fort, à utiliser d'autres personnes de votre entourage pour vous aider dans la négociation. Ça ne pourra que vous aider. Voilà, chers amis, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à me poser toutes vos questions en commentaire sous cette vidéo si vous en avez. Je réponds à la totalité des questions que l'on me pose sur ma chaîne YouTube. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!